en fin de journée. Alors, avant de passer au webinaire en tant que tel, permettez-moi de vous présenter donc notre conférencière tout brièvement. Alors, Marie Beauchamp, que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui pour la première fois, enchantée Marie, est titulaire d'un doctorat professionnel en éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle œuvre dans le réseau collégial depuis plus de 17 ans. Elle est chargée de cours performants depuis 2014 et elle enseigne des cours portant sur l'évaluation dans une approche par compétences et la supervision des stages. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Nicole. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, ça devrait fonctionner. Attendez. Oui, ça va bien. Parfait. Juste peut-être cacher la partie voilà. des notes. Ah, donc, parfait. Ça devrait être correct comme ça. Oui. Donc, bonjour tout le monde. C'est vraiment avec un très grand plaisir et depuis que Nicole m'a écrit un petit courriel pour me dire le nombre de personnes qui étaient inscrites, je vais ajouter plaisir et fébrilité un peu que je vais vous partager des retombées du doctorat professionnel que j'ai terminé en 2020. Mais il y a des retombées du doctorat et des retombées de la pratique aussi, parce que déjà, en un an, je vous dirais que le modèle que je vous propose a déjà changé. Alors, dans les dernières années, je me suis toujours intéressée à tout ce qui concerne l'évaluation des aptitudes et il y a plusieurs travaux qui ont été réalisés dans le réseau collégial, dont le mien que j'ai finalisé en 2013. J'avais fait alors une maîtrise qui portait sur l'enseignement et l'évaluation des aptitudes dans le programme technique de travail social. J'avais terminé le programme de maîtrise, mais mon intérêt se maintenait parce que bien qu'il y a toujours des innovations qui sont intéressantes dans le réseau, il y a des difficultés qui sont récurrentes, qui sont rencontrées par les équipes enseignantes et aussi dans le marché du travail. Et c'est par les rencontres que j'ai avec les superviseurs de stage que je suis informée là, des différents problèmes qui sont rencontrés. Alors, pour la présentation, je vous propose un survol très bref des pratiques d'évaluation des attitudes et je vous dirai pourquoi que je parle de savoir-être maintenant. Et je vais aussi vous présenter des éléments de la problématique qui peut-être sont rencontrés dans vos équipes enseignantes ou aux endroits où vous travaillez. Et finalement, je vous décris une démarche d'accompagnement qui est en deux temps. Donc, un temps qui est davantage tourné vers les enseignants, une préparation pour les enseignants, et le deuxième temps qui est au niveau de l'accompagnement. À travers des rencontres que j'ai faites avec vraiment plusieurs équipes enseignantes dans plusieurs cégeps, il y a certaines pratiques qu'on est capable de dégager. Entre autres, la rédaction de listes de comportements pour être capable de témoigner des comportements des étudiants, entre autres en stage ou lors des mises en situation, l'utilisation de listes de vérification aussi, l'attribution d'une note ou l'utilisation d'un double ou d'un triple seuil de réussite. Ce que ça signifie, c'est que des étudiants doivent réussir sur le plan théorique, le plan pratique et aussi sur le plan du savoir-être. Dans le fond, dans la pratique, c'est que si un étudiant pouvait réussir au niveau théorique, mais qu'il a une note en bas du seuil de 60 pour ce qui concerne le savoir-être, on sanctionnerait un échec au cours. Bien que ces pratiques-là demeurent courantes, il en demeure pas moins qu'il y a des difficultés qui se répètent et qui amènent pas les étudiants, mais les enseignants, je vais me calmer, vous allez voir, les enseignants à modifier leurs pratiques. Entre autres, l'ajustement des listes de vérification lorsqu'il y a une situation qui survient et que les outils ou la liste de vérification n'a pas permis de pénaliser l'étudiant. Un étudiant qui a eu un comportement qui sortait de l'ordinaire et qu'il fallait pénaliser, alors on va modifier la liste de vérification. On ajoute ou on modifie des attitudes en fonction des difficultés qui sont à évaluer. Certaines équipes vont retirer des attitudes parce qu'ils disent on n'est pas capable de l'évaluer ou on ajoute parce que, en fonction des besoins ou en fonction des situations qui sont rencontrées. Une autre pratique, c'est qu'on associe une attitude à un cours
mais l'évaluation de cette attitude-là dans le cours n'est pas nécessairement le meilleur jumelage. Donc, on modifie encore le jumelage attitude-cours. Et par rapport à l'attribution d'une note, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il y a des étudiants qui veulent être avec un enseignant et pas un autre parce qu'ils vont dire, ben moi, je préfère être avec une enseignante parce qu'elle est moins sévère, l'autre enseignant est trop sévère. Et bon, c'est un peu, je vous dirais, la relation papa-maman. On va vers la personne qui sera peut-être la moins sévère. Et aussi, dans ces pratiques-là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les pratiques sont basées sur l'évaluation des étudiants pour des fins de sanction et moins dans une visée formative, dans une démarche d'accompagnement de l'étudiant. Une analyse de besoins de formation qui a été faite dans le cadre de ma démarche doctorale et une recension d'écrits m'ont permis de dégager des éléments de la problématique professionnelle qui sous-tendent, dans le fond, ces pratiques-là et que vous rencontrez peut-être dans vos départements, vos cégeps, puis même les établissements dans lesquels vous œuvrez. Entre autres, la définition du savoir-être. On dit, dans une approche par compétence, on dit évaluer les attitudes, mais dans une approche par compétence, on parle davantage du savoir-être. Alors, le questionnement peut se poser, est-ce que des attitudes et savoir-être, est-ce que ce sont des synonymes? Qu'est-ce que c'est le savoir-être si ce n'est pas une attitude et vice-versa? Déjà que c'est difficile à définir, il y a aussi plusieurs termes pour parler du savoir-être, ne serait-ce que des compétences comportementales, des compétences sociales. On va parler des soft skills maintenant, c'est un terme qui est de plus en plus à la mode, mais qu'on utilise un terme ou l'autre, on s'y perd. Par rapport au fait d'identifier le savoir-être, plusieurs recherches au collégial ont mentionné que les programmes d'études qui sont fournis par le ministère ne sont pas clairs par rapport au savoir-être ou aux attitudes qui sont à enseigner et, bien entendu, à évaluer. Par contre, il n'appartient pas au ministère de définir les contenus qui sont à enseigner. Les contenus enseignés ne sont pas des prescriptions comme les compétences le sont. Alors, c'est vraiment à l'enseignant qui est engagé comme expert de contenu qui revient la tâche d'identifier les savoir-être ou les attitudes à enseigner au même titre que les savoirs théoriques et au même titre aussi que les différents savoir-faire aussi. Mais la question à se poser, c'est comment est-ce possible d'identifier ce qu'on a du mal à définir? Par rapport à l'observation du savoir-être qui est à évaluer, même si les équipes enseignantes font un certain consensus sur les savoir-être qui sont enseignés, il y a toujours une subjectivité qui occupe une très grande place dans l'évaluation de façon générale. Alors, c'est tout à fait normal, considérant le fait que chaque personne a ses représentations de ce qui est important, du savoir-être qui est important et de la façon de les évaluer, bien, c'est normal que le regard varie d'une personne à l'autre, ce qui m'amène à vous parler des biais lors de l'évaluation. Alors, des biais en évaluation, on va en parler de façon générale, mais c'est encore plus vrai lorsqu'on en parle pour parler de l'évaluation du savoir-être. Étant donné que l'évaluation fait appel au jugement professionnel de l'enseignant, il faut accepter que l'objectivité absolue, ben, c'est impossible et la subjectivité, elle va être présente et elle sera inévitable. Il y a plusieurs biais qui sont concernés lorsqu'on parle de l'évaluation du savoir-être, ne serait-ce que les stéréotypes, les préjugés, le fait d'avoir une image stéréotypée de l'étudiant et les autres biais qui sont liés à la personnalité de la personne qui évalue aussi. J'ai trouvé une référence, ça s'appelle le Codex des biais cognitifs et je crois qu'ils ont répertorié environ 184 biais qui influencent dans le fond notre jugement. Alors comprenez que c'est un élément qui est quand même important lorsqu'on parle du savoir-être et finalement, la rareté des processus d'évaluation du savoir-être au collégial, on en trouve peu.
au Québec. Il y a des innovations intéressantes en Europe, mais il y a encore de la place à l'innovation. Et étant donné que les gens du collégial sont des gens des personnes, des professionnels innovateurs, alors ce n'est pas le premier projet qui sera présenté. Alors, la démarche d'accompagnement, je vous la présente en 2 temps. Le premier temps, qui est la préparation à l'accompagnement, et le deuxième temps, qui est l'accompagnement lui-même. Alors, je vous dirais que c'est la partie la plus nouvelle, bien que la deuxième, vous allez voir que peut-être 1 ou 2 surprises, mais c'est vraiment de mettre une emphase sur la préparation de l'enseignant lui-même dans une démarche réflexive. Et le deuxième temps, avec des gestes clés, là, pour chacun des temps, il y aura des gestes clés. Et pour l'accompagnement, c'est d'autres gestes clés qui sont orientés vers une démarche d'évaluation formative pour le développement du savoir-être qui va aboutir à une évaluation certificative, non pas du savoir-être, mais de la compétence, en prenant en compte le savoir-être. Alors, le modèle, ou en tout cas la proposition que je vous formule, c'est d'intégrer le savoir-être, de le considérer dans l'évaluation de la compétence elle-même. Les 2 temps que je propose sont facilement adaptables et transférables dans tous les programmes techniques du collégial. C'est une démarche que j'avais à démontrer lors du doctorat que j'ai complété et aussi dans tous les programmes d'études professionnelles. C'est aussi un élément que j'avais à démontrer. Et aussi dans la gestion des ressources humaines, étant donné qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées là aussi. Alors, le premier geste clé que je propose, dans le fond, pour permettre aux équipes enseignantes d'être bien préparées pour accompagner les étudiants, c'est d'avoir une compréhension partagée du contexte d'évaluation. Le but, ce n'est pas que tout le monde aille faire des cours portant sur l'approche par compétence ou l'évaluation, etc. Ce n'est pas ça le but, mais au moins d'avoir un certain langage ou une compréhension partagée de ce qu'est une compétence, des types d'évaluation et aussi des balises institutionnelles et professionnelles. Évaluer, c'est déjà un défi. Et pour se comprendre et pour réussir ce défi-là, c'est, selon moi, essentiel de parler le même langage. Alors, par rapport à la compétence, c'est avant tout d'avoir une compréhension qui est partagée des caractéristiques de la compétence. Parce que l'approche par compétence, dans le fond, elle n'a pas nécessairement changé entièrement la façon d'enseigner. Parce qu'avant l'approche par compétence, l'apprentissage actif existait, il y avait des projets, il y avait des mises en situation, je veux dire, c'était des pratiques qui étaient déjà installées, mais le regard qu'on porte sur la progression de l'enseignement, il est différent. Alors, par rapport à la compétence, c'est entre autres de considérer l'importance du contexte lorsqu'on veut observer une compétence. La compétence ne s'observe pas partout, ça prend un contexte qui est quand même bien défini. Gardez en tête qu'une compétence, elle n'est jamais atteinte. C'est un seuil qu'on atteint. C'est un seuil qui a été préalablement défini par les enseignants, mais la compétence, le développement de la compétence se poursuit toujours. Donc, que le développement de la compétence est progressif. Et s'il est progressif, ça veut dire qu'on a avantage à faire une place significative à l'erreur. Qu'on devrait normaliser, en fait, de voir l'erreur comme étant nécessaire à l'apprentissage. Et finalement, de considérer que le savoir-être est une composante de la compétence et qu'il ne peut représenter la compétence dans son entier. J'ai une enseignante que, dans le cadre du doctorat, du projet doctoral, j'ai une enseignante qui me disait, bien, dans le fond, le comportement, c'est une portion du savoir-être, puis le savoir-être, c'est une portion de la compétence. Et j'ai l'impression qu'elle résumait très bien ce que je voulais dire. Par rapport au type d'évaluation, comme la proposition que je formule s'inscrit dans une démarche d'accompagnement qui s'appuie sur l'évaluation formative, le partage d'une compréhension commune des types d'évaluation et de leurs fonctions, c'est aussi un gage de réussite. Que les moyens, dans le fond, de souligner que les moyens d'évaluation formative, ça ne se limite pas à faire des quiz, ça ne se limite pas non plus à faire de la précorrection.
Il y a des stratégies qui peuvent être particulièrement intéressantes pour accompagner les étudiants et aussi d'accès ou d'avoir une compréhension partagée aussi de ce qu'est une rétroaction que je dirais bienveillante, étant donné que lorsqu'on parle du savoir-être, on parle de la personne. Alors, l'aspect de la bienveillance est particulièrement important. Et au niveau des balises institutionnelles, bien, de s'assurer que tout le monde connaît notamment la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Les nouveaux enseignants ont besoin d'accompagnement par rapport à cette découverte-là pour certains, et tous les documents qui relèvent des ordres professionnels qui nous fournissent également des informations importantes. C'est, selon moi, une base pour assurer la cohésion des décisions qui seront prises concernant l'évaluation du savoir-être. Oui, je me demandais si j'avais... voilà. Attendez un instant, je pensais que non, je ne me suis pas trompée. Désolée. Autre chose, un autre geste clé, c'est de partager une compréhension commune de la notion de savoir-être. Savoir-être et compétences, savoir-être et attitude, et qu'est-ce qu'on fait avec la personnalité dans tout ça? C'est un questionnement qui est porteur de plusieurs interrogations. Les auteurs s'entendent pour dire que, puis je ne ferai pas une grande présentation sur le concept de compétence, mais je vous dirais que la majorité s'entendent pour dire que oui, il y a des savoirs, puis il y a des savoir-faire. Ça fait consensus pour à peu près tout le monde. Par contre, lorsqu'on arrive au savoir-être, c'est là que le contour devient un peu moins bien défini. Alors, tellement pas bien défini qu'il y a des auteurs qui ont même décidé de mettre une quatrième composante à la compétence et de la nommer autre attribut. Dans le savoir-être qu'on peut voir au pluriel et au singulier, parfois, dépendamment des écrits qu'on consulte, dans les autres attributs, bien, on retrouve à peu près tous ces éléments-là, les ressources internes, les croyances, les perceptions, les qualités personnelles, l'analyse réflexive et aussi l'attitude. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je me disais, bien, comment est-ce qu'on peut, est-ce que lorsqu'on évalue l'attitude, on évalue une seule partie, dans le fond, du savoir-être? Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est de situer l'attitude avec le savoir-être. Lorsqu'on évalue une attitude, la dimension qui est observable, c'est le comportement. Par contre, l'attitude ne se limite pas uniquement au comportement. Lorsqu'on parle d'attitude, c'est important de ne pas mettre de côté que ce concept-là a trois dimensions. Oui, le comportement, mais il y a aussi une dimension affective et une dimension cognitive. Et que lorsque le comportement seul est considéré, les auteurs, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on observe et l'attitude elle-même. Alors, on observe un comportement, mais on ne peut pas dire que le comportement qu'on observe est nécessairement l'attitude qu'on a observée. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a observé un comportement qui était adéquat ou inadéquat. Mais la corrélation entre l'attitude et le comportement, ce n'est pas nécessairement une ligne droite. Alors, l'attitude, selon moi, et avec en appui la recension d'écrits que j'ai effectuée, c'est une composante intangible qui influence le savoir-être au même titre que les autres composantes du savoir-être, comme les qualités personnelles, les capacités, les émotions et la croyance. Alors, vous voyez que lorsqu'entre autres, on dit qu'on évalue l'attitude ou le savoir-être, je vous dirais que le mot que vous utilisez, à la limite, n'est pas nécessairement ce qui est le plus important, c'est de savoir que tout le monde ait une compréhension commune de ce que signifie le terme qui est associé, les éléments qui y sont associés. Alors, on comprend qu'on évalue une portion d'une composante qui est beaucoup plus large que l'attitude elle-même. Lorsqu'on sanctionne l'échec sur la base d'un comportement et on dit bien, il n'a pas atteint la compétence, ce n'est pas tout à fait la compétence qu'on a évaluée, mais plutôt un comportement qu'on a sanctionné. Je définis le savoir-être comme étant un savoir-faire relationnel. Je trouvais ça intéressant sur la base des écrits, de le présenter de cette façon-là, parce que je pense que tout ce qui concerne, entre autres, la minutie ou la précision, on est en mesure de l'évaluer, mais non pas avec la personne, mais plutôt avec le produit que l'étudiant va nous fournir. Je
entre autres. Moi, j'ai fait le doctorat avec une équipe d'orthèse visuelle. Alors, la précision, elle était évaluée avec le taille des verres et non pas au niveau du savoir-être en tant que tel de la personne. Alors, partant du fait que le savoir-être est un savoir-faire relationnel, dans une perspective d'accompagnement et d'évaluation, on se dit, bien, si c'est si proche de la personnalité, parce que les termes qui servent à définir le savoir-être sont en fait les termes qui nous servent à définir la personnalité, mais on se dit, comment est-ce qu'on fait pour évaluer cet aspect-là si c'est une composante qui est particulièrement stable chez la personne? Alors, on dit que comme la personnalité, le savoir-être est une organisation de la personne stable qui influence la manière d'être et d'agir face aux situations dans lesquelles elle se retrouve. Alors, si on prend cette position-là, on pourrait dire, bien, on ne peut pas l'enseigner parce que ça fait partie de la personne. Il est plus juste de considérer le savoir-être selon deux dimensions. Une dimension qui relève de l'inné et une dimension qui relèvera de l'acquis. Alors, celle qui relève de l'inné, parce qu'elle réfère, oui, aux qualités, aux traits de personnalité et aux talents, et on pourrait le considérer comme étant des caractéristiques individuelles à acquérir préalablement à un apprentissage, un peu comme Scalon le propose. Et on peut le voir aussi, on peut voir le savoir-être selon l'autre dimension qui relève de l'acquis, parce qu'il y a moyen, dans le fond, de développer certains éléments du savoir-être parce qu'il réfère à des compétences comportementales qui peuvent se développer grâce à l'expérience, la formation et bien sûr l'accompagnement. Alors, à ce moment-là, on pourrait voir le savoir-être comme étant un objectif de formation à atteindre. Tu permets, Marie, que je te pose une question tout de suite? Bien, certainement. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant ce temps-là. OK. À ta diapositive précédente, tu parles de savoir-être inné et de savoir-être acquis. Est-ce que tu pourrais me faire la distinction? Comment définis-tu le savoir-être inné? Est-ce que tu as des exemples à me fournir? En fait, c'est qu'il y a une dimension du savoir-être qui est inné, qui relève de la personne, donc qui est plus proche de sa personnalité, qui réfère aux qualités, aux traits de personnalité, à ses talents, à ses convictions. Alors, on pourrait donner beaucoup d'exemples. Donc, ça fait partie de la personne. La portion acquise du savoir-être, c'est la portion qui nous permet d'envisager le savoir-être comme étant développable, où on est capable on se dit, bien, l'étudiant, il arrive avec une certaine structure de personnalité, mais il y a une portion du savoir-être qui peut se développer pour correspondre à la profession pour laquelle l'étudiant est en train l'étudiant se prépare, en fait. Pourquoi il est inscrit dans un programme. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. On pourra en reparler si c'est intéressant. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, ça, c'était un geste. L'autre, c'est un geste clé qu'on vient de voir là, dans l'importance, dans le fond, de définir qu'est-ce que c'est le savoir-être. On verra plus tard comment on fait pour les choisir. Je sais probablement que vous avez ça en tête. On est, n'oubliez pas, dans le premier temps où on n'est pas avec les étudiants. On est avec nous-mêmes, on réfléchit entre autres à nos biais, parce que nos biais influencent l'évaluation. On discute en équipe départementale ou en équipe de travail pour voir qu'est-ce qu'on attend de nos étudiants, qu'est-ce qu'on attend de nos travailleurs. Et dans le deuxième temps, on parlera davantage de l'accompagnement proprement dit de l'étudiant. Donc, comme enseignant, comme équipe enseignante, c'est important de réfléchir à nos propres biais également. On en a parlé, que c'était particulièrement, c'est une dimension qui influençait beaucoup l'évaluation des apprentissages. Donc, étant donné que le savoir-être est lié à la personnalité, ce n'est pas nécessairement uniquement celle de l'étudiant, mais aussi la personnalité de l'enseignant. Ça influence l'accompagnement et, bien entendu, l'évaluation. Alors, les étudiants s'engagent dans une démarche d'apprentissage avec des caractéristiques personnelles qui leur sont propres, qui constituent jusqu'à un certain point leur personnalité, mais les enseignants, les maîtres de stage, les répondants de terrain les accompagnent aussi au regard de leurs propres caractéristiques personnelles et au regard de leur propre personnalité.
Alors, on pourrait dire que dans une démarche d'accompagnement, ce sont deux personnalités qui se rencontrent. Des fois, ça va bien, mais des fois, ça fait des flémèches. Ça ne veut pas dire que, que un ou l'autre est mieux ou n'est pas bon. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Dans les équipes enseignantes, il y a plusieurs personnalités. Tout le monde a ses forces, tout le monde a des difficultés. Mais il y a je vous dirais qu'il y a peut-être des jumelages qui sont plus faciles parfois. Donc, comme dans tout contexte de vie, comme je l'ai dit, les contextes peuvent être similaires ou différents et se confronter. Les biais, ils influencent l'ensemble de la démarche dont je vous parle quant au niveau d'atteinte qui est perçu par chacun des enseignants et aussi par les étudiants et les superviseurs de stage. La tolérance à l'erreur, l'ouverture aux échanges et aux compromis. Un enseignant qui peut me dire, ben moi, mon rôle, ce n'est pas nécessairement uniquement d'enseigner. Mon rôle, c'est uniquement d'enseigner, ce n'est pas d'accompagner de façon aussi serrée un étudiant et en fait l'aisance par rapport à la relation d'accompagnement. Les biais, donc, sont présents lors du choix du type de décision et le choix de l'objet d'évaluation. C'est aussi présent dans le choix des critères et des indicateurs, au moment aussi de déterminer les stratégies qui vont permettre de recueillir les informations et, bien entendu, au niveau de la décision elle-même. S'arrêter sur les biais, c'est déjà un pas en avant et en discuter, c'est, je crois, aller dans la bonne direction. Et c'est là que l'échange et la réflexion sont essentiels. Et je crois que c'est une réflexion qui est déterminante dans la réussite, dans l'efficacité de l'accompagnement qu'on va faire de nos étudiants pour qu'ils puissent développer le savoir-être qui est attendu. Alors, quel est le niveau d'atteinte souhaité, justement? Est-ce que c'est possible de porter le même jugement sur des notions qui touchent, en fait, le domaine affectif? Je me permets de faire un petit lien avec, dans le fond, l'échelle de développement de professionnels qui a été proposée par Dreyfus et Dreyfus. Je n'ai jamais su si c'était des cousins ou des frères et sœurs, mais je vous propose, dans le fond, de voir la professionnalisation comme le parcours à traverser pour devenir le professionnel compétent. Donc, nos étudiants, lorsqu'on parle de professionnalisme, c'est une voie, c'est un élément à envisager, mais ils sont dans un parcours de professionnalisation et nos programmes d'études, dans le fond, ils préparent les étudiants pour le seuil minimal d'entrée sur le marché du travail. C'est une fois sur le marché du travail qu'on va parler de professionnalisme. Le seuil d'atteinte doit tenir compte du fait que nos étudiants, même à la sortie du programme, ont un niveau d'atteinte qui ne sera jamais comparable à une personne qui travaille déjà dans le milieu. Alors, j'entends des enseignants peut-être se dire, ou des conseillers pédagogiques se dire, oui, mais dans nos classes, des étudiants agissent de manière tellement maladroite ou font vraiment des gestes que jamais on aurait cru qu'ils allaient faire, qu'ils ne peuvent pas aller sur le marché du travail. Ce que je vous répondrais, c'est qu'il revient à l'enseignant de sanctionner l'échec ou la réussite en fonction de son expertise et de la connaissance qu'il a des exigences du marché du travail. Donc, un étudiant qui agirait, mais vraiment de façon extraordinaire, dans des situations qui sont un peu abracadabrantes. Par exemple, un étudiant en travail social qui brutalise un bénéficiaire, bien entendu, ce n'est pas la démarche d'évaluation du savoir-être qui va faire en sorte que l'étudiant va arrêter son stage. C'est plutôt les politiques du cégep qui vont s'appliquer en matière de violence et voire même le code criminel. Un enseignant pourrait me dire aussi, lui ou elle pense qu'il ne l'aura jamais. Dans cette posture, c'est bien difficile de considérer l'erreur comme faisant partie de l'apprentissage. Et j'entends peut-être un autre enseignant me dire, lui ou elle, on ne peut pas l'envoyer en stage, il n'a pas l'affaire. Alors, je pose la question suivante par rapport au stage. Ces stages-là, qui sont des activités, dans le fond, d'apprentissage, ils arrivent rarement, voire jamais, au début du parcours dans le programme. L'étudiant aurait eu à démontrer, bien avant d'arriver en stage, qu'il est prêt à aller dans le milieu du travail, qui se traduit nécessairement par un milieu d'apprentissage qui est beaucoup plus complexe que la classe.
s'il a passé tous ses cours s'il a passé tous ses cours, la réussite se traduit par le message suivant, c'est « t'es prêt à aller en stage ». Alors, c'est peut-être avant le stage, à ce moment-là, qu'il faut revoir, peut-être, ou re-questionner ou ajuster certaines pratiques. Il y a 2 sources. Je crois qu'il est midi, je vais accélérer aussi. Donc, il y a 2 sources et c'est important d'identifier le savoir-être à développer en consultant ces 2 sources-là. Le programme d'études, comme je vous dis, ce n'est pas au ministère de vous dire quels seront les savoir-être qui sont à enseigner, mais il y a des indices à la lecture des compétences qui pourraient vous permettre de déterminer certains savoir-faire relationnels, donc le savoir-être, qui sont importants. Donc, regardez les compétences qui font référence à une relation avec la personne ou une équipe dans le contexte de réalisation. Les compétences qui commencent par les verbes intervenir, interagir, etc. Ce sont aussi ces compétences-là qu'on peut cibler. Les critères de performance nous fournissent aussi des indications par rapport à l'aspect relationnel. Et voilà, le contexte de réalisation, je l'ai dit aussi. Le programme d'études, c'est une source d'information qui est importante, mais il y a aussi le rapport d'analyse de profession qu'on ne pense pas toujours de consulter, mais qui est aussi une mine d'information, une source d'information qui est particulièrement importante. L'expertise, bien entendu, l'expertise et l'expérience des enseignants qui permet de faire des choix, mais c'est bien entendu que, compte tenu de la nature du savoir-être, les discussions vont nécessairement conduire à des aspects subjectifs qui peuvent faire en sorte qu'il va y avoir en fait, il peut y avoir des discussions un peu plus soutenues, je vais dire ça, entre enseignants qui vont dire « oui, mais ça, c'est important, non, ça, c'est important ». Je pense que c'est d'avoir une perspective plus globale par rapport à ce qui est attendu dans le milieu du travail et ne pas vouloir faire des listes impressionnantes de savoir-être. Je ne suis pas certaine que ça représente nécessairement ce qui est nécessaire. Il y a là, par rapport aux catégories de savoir-être, je pense que c'est une référence intéressante qui peut vous permettre de circonscrire les choix qui sont à faire. Alors, c'est des exemples, alors c'est pour ça qu'il y a un « etc. » dans chacune des catégories. Dans le fond, les auteurs que j'ai consultés proposaient les catégories de savoir-être et une des auteurs, son nom m'échappe, je pourrais la transmettre un peu plus tard, dénommée Bertrand, disait, ben oui, il y a la catégorie sociale, cognitive et celle qui est liée à l'action, mais il y a aussi tout ce qui concerne la connaissance de soi, qu'on définit comme étant un aspect qui est important dans l'apprentissage, mais je trouvais ça intéressant de le considérer comme un savoir-être et non pas comme un prérequis pour le savoir-être. Alors, je me disais, et c'est une possibilité d'utiliser les catégories, ça pourrait peut-être de définir les attentes ou le profil d'un étudiant pour chacune de ces catégories-là, au lieu d'arriver avec des listes de plusieurs savoir-être qui seraient définis ensuite en liste de plusieurs comportements et vous vous retrouveriez avec un peu ce qu'on a actuellement et qui pose parfois problème. On serait rendu au temps de questions, Nicole, s'il y en a. Pour le moment, il n'y en a pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Au contraire, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment c'est passionnant, Marie. Et je te laisse continuer. Les gens peuvent commenter s'ils le veulent. Ah, il y a une question qui est arrivée. Oui. Une question de José Ruet. Est-ce que les attitudes socio-professionnelles en dehors des cours et des stages, interactions entre étudiants en dehors des cours, doivent influencer notre regard en termes d'évaluation? Ah, c'est intéressant. Oui. Dans le fond, je disais dans une des diapos que la compétence, elle doit être observée selon un contexte. Alors, le contexte, bien entendu, il est défini par rapport au milieu, à la profession pour laquelle l'étudiant se prépare. Un des glissements qu'il y a parfois avec l'évaluation des attitudes, savoir-être ou habiletés socio-affectives, là, on peut, comme je vous dis,
peu importe le terme qu'on utilise. Le glissement qu'il y a, c'est que parfois, il y a des enseignants qui vont utiliser l'évaluation des attitudes pour faire un peu de la gestion de classe. Par exemple, l'étudiant qui arrive en retard ou l'utilisation du cellulaire en classe. On va dire, ce n'est pas une attitude qui est acceptée, ce n'est pas un comportement que tu aurais dans ton milieu de travail, donc je vais te pénaliser. Ou on le verrait de cette façon-là. Moi, je vous dirais que le contexte parle tellement, je prends toujours le même exemple du vendredi soir, versus lorsque vous êtes au travail. Lorsque vous êtes au travail, vous êtes assis à votre bureau d'une façon probablement qui est différente lorsque vous arrivez le vendredi soir et que vous vous assoyez ou vous vous affalez, un des deux, je ne sais pas si ça se dit, sur le divan, sur votre divan en disant « Ah, la semaine est finie ». Le contexte, il est différent. Notre habillement est différent lorsqu'on est en milieu de travail versus lorsqu'on est le samedi après-midi à ramasser notre terrain. Ça, c'est clair. Alors, c'est la même chose pour les étudiants. Donc, lorsqu'on est en classe et qu'on fait un cours qui n'appelle pas une tâche qui est en lien avec la profession, je pense qu'on peut parler du savoir-être, ça, il n'y a pas de souci. Mais de mettre en cause l'étudiant à ce moment-là, je pense qu'on étire la sauce un peu. Par contre, en classe, si on fait une mise en situation, donc, je vais vous donner un exemple en travail social. Lorsque je disais à mes étudiants, on fait une mise en situation pour une entrevue de relation d'aide, bien, je m'attends à ce que mes étudiants puissent s'asseoir convenablement sur la chaise, qu'ils utilisent un langage qui est davantage un langage adapté pour le travail social, qu'ils puissent avoir une posture même pour démontrer une écoute active. Donc, vous voyez que c'est le contexte qui est important. Alors, voilà, je ne sais pas si je réponds. Intéressant, Josée, intéressant, Marie, mais je trouve la question de Josée bien intéressante parce qu'on peut penser aussi à des situations où la personne peut avoir des savoir-être peut-être un peu indésirables, mais ce n'est pas nécessairement dans l'exercice de la profession, mais c'est en dehors aussi, c'est plus dans ses relations interpersonnelles avec les autres, sans remettre en question ses qualités professionnelles pendant une intervention. Alors, si une personne aurait de la difficulté dans ses relations interpersonnelles, dans une perspective d'accompagnement sans nécessairement qu'il y ait de sanctions notées, oui, on pourrait utiliser ces éléments-là pour permettre à l'étudiant de réfléchir sur les difficultés qu'il vit dans ses relations. Le type d'accompagnement qui pourrait être fait avec cet étudiant-là, c'est ce que tu vis dans tes relations, dans tes difficultés relationnelles avec les personnes de la classe. Est-ce que tu les vis dans d'autres milieux? Donc, la façon que je le vois, c'est qu'on peut utiliser ces éléments-là, non pas pour pénaliser l'étudiant, mais pour l'aider à pousser sa réflexion, faire des liens, peut-être modifier aussi certaines façons d'entrer en relation. Dans cette perspective-là, je pense que oui, c'est dans l'accompagnement que ça se fait, mais ça prend une préparation, ça c'est clair, et ça prend un lien de confiance. Merci, Marie. Il y a une autre question qui vient d'Édith Moreau. Qu'en est-il de l'évaluation des attitudes dans une démarche de réorientation de carrière où il faut déconstruire certaines attitudes pour en développer d'autres? Déconstruire des attitudes. Il faudrait que j'y pense par rapport à la déconstruction. Oui. Est-ce qu'on déconstruit, surtout une réorientation? J'aurais tendance à dire, est-ce qu'on ajuste? Plutôt que de déconstruire, est-ce qu'on permet à la personne de s'adapter, qui est un savoir-être qui est particulièrement important? Donc, est-ce que c'est de déconstruire des attitudes ou d'accompagner plutôt la personne pour qu'elle puisse trouver des moyens pour s'adapter de façon adéquate en fonction de la situation dans laquelle elle évolue? Et surtout, si on parle de réorientation, on peut parler d'une personne quand même qui a un bagage de vie, des expériences professionnelles, etc. C'est de puiser dans ces expériences-là et d'essayer de voir qu'est-ce qui est favorable pour la profession vers laquelle elle se réoriente et qu'est-ce qui est à modifier aussi, qu'est-ce qui est à ajuster. Alors, on le voit toujours, en tout cas, moi, je vous propose de le voir peut-être pas comme une déconstruction, mais comme une adaptation.
Merci. J'ai deux autres questions. Là. On va on pourra passer par la suite à la deuxième période. Il y a Simon Morin qui pose la question. Là, je voudrais être bien certaine de comprendre. Considérant que certains programmes d'études sont particulièrement genrés et que l'enseignement, on parle d'enseignement des attitudes et des savoir-être authentiques au milieu de travail, comment les enseigner de façon à créer un environnement d'apprentissage inclusif? Ouf, c'est une bonne question. C'est une grosse question. Je ne sais pas qui l'a posé, mais il y a un beau sujet de maîtrise ou de doctorat en arrière de ça. Écoutez, je pense que c'est de... Est-ce que c'est dans un milieu... Écoutez, c'est une très bonne question, mais moi, j'aurais tendance, dans le fond, à proposer de se centrer sur la personne. L'enseignement lui-même des attitudes, si vous dites que pour que ça soit inclusif, pour que l'enseignement puisse être adapté, bien, on pourrait ajouter ça dans le temps 1 au niveau de la préparation des enseignants, de la réflexion qu'on va faire sur ce qui est recommandé ou ce qui est exigé pour chacun pour ce qui est exigé des enseignants. Quelle est la perception de l'enseignant par rapport à cet apprentissage inclusif-là? Comment est-ce que les enseignants voient aussi, quand on parle d'un enseignement plutôt genré des attitudes, là, j'aurais besoin de discuter avec la personne, mais c'est une question qui serait particulièrement intéressante à discuter dans le temps 1 pour la préparation, au niveau de la préparation et de la recherche de cohésion avec les enseignants. D'ailleurs, les questions posées seront aussi incluses dans le document que je vais envoyer aux participants en fin d'après-midi. On pourra y jeter un autre regard à un moment donné. Dernière question, c'est de Khalid Guétari. Bonjour Khalid. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer le jugement d'un enseignant? Par exemple, sa fatigue, l'environnement, le moment d'évaluation, etc. Ah, tout. Je vais vous inviter à taper après, bien entendu, pas pendant qu'on se rencontre, mais vous irez sur Google et tapez Codex, C-O-D-E-X, biais cognitifs, et vous allez voir l'ensemble des biais qui viennent influencer le jugement professionnel des enseignants. Et je vous dirais de toute personne. Et c'est assez extraordinaire de la façon qu'ils ont classé les informations par rapport au nombre d'informations. Lorsqu'il y a trop d'informations, quels sont les biais qui sont mis, qu'on rencontre lorsqu'il faut prendre une décision rapide, etc. Là, il y a 4 catégories et chacune est développée chacune, dans le fond, présente les biais. Alors, tout ce que vous avez nommé comme biais, bien entendu que c'est présent. Et les biais qui sont encore plus importants, ce sont en ce qui concerne l'évaluation du savoir-être, c'est bien entendu les biais qui concernent la personnalité de l'évaluateur, ne serait-ce que quel est le lien que j'ai avec l'étudiant? Est-ce que l'étudiant me fait penser à qu'est-ce que je sais de l'étudiant aussi? Qu'est-ce que je sais du groupe? Est-ce que c'est une bonne cohorte, une mauvaise cohorte? C'est sûr que ça influence grandement le jugement qu'on porte. Merci. Il y a deux autres questions, mais on pourrait y répondre après la présentation du temps 2. C'est parfait. Donc, on a fait le temps 1, qui est la préparation à l'accompagnement, et le temps 2, maintenant qu'on a atteint une cohésion, le même langage, etc. C'est une préparation qui, selon moi, c'est cette préparation-là qui est un peu plus fait rapidement. On passe au temps 2, qui est le temps de l'accompagnement lui-même. Alors, vous avez la démarche dans le schéma qui est présenté aussi ici, où, dans le fond, la proposition, c'est que l'objectif en lien avec le savoir-être est ciblé, négocié et décidé en collaboration, mais c'est en collaboration avec l'enseignant et l'étudiant aussi, ce qui implique aussi que tous les étudiants n'ont pas le même objectif. Il y en a qu'effectivement, c'est plus facile. Il y en a pour qui le travail représente un peu moins de défis pour développer le savoir-être. Il y a une compilation de différentes sources qui est proposée aussi. Alors, vous allez me voir arriver avec un portfolio dont on va parler. Il y a l'interprétation, l'appréciation et l'anticipation. Dans le fond, c'est ce que fait l'enseignant, l'étudiant aussi, parce qu'il fait entièrement partie du processus. Et on pourrait ajouter aussi le superviseur de stage. Et il y a une décision qui est prise dans une visée qui est formative.
ce qu'on disait au début, c'est que le savoir-être est très, très proche de la personnalité. Ça ne se change pas le temps de 15 semaines. Je pense que c'est utopique d'aller dans cette voie-là. Je vais me permettre de me prononcer aussi fortement. Donc, il y a une décision dans une visée formative, soit de poursuivre le développement du savoir-être qui a été ciblé ou des objectifs qui ont été ciblés, soit de modifier un peu l'objectif, peut-être qu'on a mal ciblé, modifier les moyens, aller chercher d'autres moyens et de poursuivre, dans le fond, la démarche d'apprentissage. Et une fois qu'on s'est dit, OK, tu as vraiment atteint, dans le fond, ce que nous, on s'attend de toi pour la profession que tu vas t'apprêter à pratiquer, bien, on va passer à un second objectif. Alors, cette démarche-là, que vous voyez à l'écran, elle est itérative, elle est continue. Et oui, il y a une décision dans une visée qui est davantage certificative, mais on n'évaluera pas le savoir-être. On va évaluer davantage la compétence dans laquelle on va prendre en compte ou on va considérer le savoir-être, comment la personne s'est adaptée, etc. Par rapport à cette visée certificative-là, je porte à votre attention, dans le fond, la responsabilité qu'on a lorsqu'on donne une mention de réussite à un étudiant. Plusieurs équipes vont dire, bien, nous autres, le savoir-être, attitude, comportement, ce que vous voulez, dans le domaine affectif, ça vaut 10 points ou ça vaut 20 points. Et voici la note qu'on va donner. Mais imaginez l'impact. Lorsqu'on donne 10 sur 10, ça va bien. Mais si on dit à un étudiant, sur la base de ton savoir-être, je te donne 4 sur 10, sachant que c'est très proche de ce que la personne, elle est, dans ses forces, ses difficultés, ses défis, etc. Je trouve que la portée, elle est très grande. Les conséquences aussi peuvent être je ne sais pas, dans le fond, si on va dans le sens de la motivation et de la motivation des étudiants. Je pense que je vais aller là. Alors, dans ce temps 2, le premier geste clé, c'est de prendre le temps d'établir une relation d'accompagnement. On va commencer un stage en disant, là, je fais référence un peu à l'expérience que j'ai, mais ça va être, bien, on prend quand même le temps, mais grosso modo, ce sera moi ton superviseur de stage. Soit tu m'as déjà eu comme enseignante ou tu ne m'as jamais eu. Voici mes attentes, quelles sont tes attentes et voici la grille d'évaluation. Je me dis, lorsqu'on s'engage dans une démarche d'accompagnement qui est aussi importante, je crois, parce que je crois que ça peut être déterminant, même dans le cheminement de certains étudiants, il faut prendre le temps, ou en tout cas, je recommande de prendre le temps de vraiment faire connaissance. Je vous ai mis des exemples de fiches. Tout ça, c'est modifiable. Alors, l'exemple de fiche 1, c'est je me présente, ça, c'est la personne qui est accompagnée, l'étudiant ou le travailleur, etc. Vraiment d'être capable, et le fait de l'écrire, le fait de faire l'exercice, de pouvoir y réfléchir, bien, ça nous donne une base qui nous permet de nous connaître. C'est une relation. On n'embarque pas dans la relation comme ça, les yeux fermés. Et n'oubliez pas que pour la personne accompagnée, vous avez un rôle qui est déterminant dans son parcours. C'est vous qui pouvez faire la différence entre il va réussir ou il va échouer. Bien, si c'est si important, alors je vous propose aussi, comme personne qui accompagne, c'est pour ça que j'ai pris un titre qui est plus général, de prendre le temps aussi de vous présenter. Pas de présenter votre curriculum vitae nécessairement, mais d'y aller de vos intérêts aussi, vos expériences. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans l'accompagnement ou dans l'enseignement pour que l'étudiant puisse lui aussi vous connaître? J'ai complètement perdu mes notes, c'est pas grave, je vais y aller comme ça. C'est important aussi dans cette démarche-là de préparation de clarifier les rôles et responsabilités dans la relation d'accompagnement. Je vous propose ici un outil que j'ai modifié. C'est un outil que j'utilise lorsque je fais de l'accompagnement des étudiants à la maîtrise. C'est inspiré de Bégin, qui a écrit un livre sur l'accompagnement au niveau des projets d'études à l'enseignement supérieur. Et dans le fond, c'est de permettre à chacun de partager leur perception. Alors, par exemple, la personne qui accompagne a la responsabilité de cibler le savoir-être à développer ou à améliorer et vous avez sensiblement la même question qui est posée à l'étudiant et chacun est appelé à se positionner, à savoir à qui appartient la responsabilité.
J'en vois une autre par hasard. La relation personne accompagnante et étudiant est purement professionnelle et les sujets personnels ne devraient pas être abordés. Versus l'étudiant qui pourrait dire une relation intime est essentielle pour une supervision réussie. On s'entend, relation intime, c'est une relation de proximité. Alors, l'étudiant pourrait dire, ben oui, moi, il faut que tu me connaisses vraiment beaucoup pour être capable de m'accompagner, tandis que l'enseignant pourrait dire, ben, je vais connaître des choses de toi, mais on n'est pas obligé nécessairement d'aller dans une relation qui est plus intimiste ou plus à proximité. Alors, pour l'avoir expérimenté, ça ouvre, dans le fond, sur des discussions qui sont particulièrement importantes et intéressantes lorsqu'on fait un premier contact avec la personne qu'on accompagne. Alors, c'est un partage d'outils que je voulais faire aussi avec eux. Un troisième geste clé, c'est de prendre des décisions pour supporter l'apprentissage, donc en accompagnant sans noter. Alors, ici, je vois peut-être certaines surprises, peut-être pour certains d'entre vous, vous dites, bien, nous autres, on veut des moyens pour noter. Moi, je vous recommande d'avoir des moyens pour accompagner. Comment donner une note sur des aspects de la personnalité? Quels sont les impacts de la note? Je vous en ai parlé. Tous les auteurs s'entendent pour dire qu'évaluer la personne pose des dilemmes éthiques qui sont particulièrement importants. Alors, la proposition que je formule dans cette démarche d'accompagnement-là, ça vient avec un changement de posture. Une façon de voir l'évaluation qui est davantage formative. D'ailleurs, on parlera davantage d'un geste pédagogique lorsqu'on est au niveau de l'évaluation formative. Et oui, éventuellement, aller vers le geste administratif qui est de donner une note, une lettre ou le symbole qui est choisi. Alors, je pense que c'est plus porteur de résultats. De voir l'évaluation comme une aide à l'apprentissage pour tabler sur les améliorations, les ajustements et non sur la sanction. Et bien entendu, ça va changer complètement la couleur de l'accompagnement que vous allez faire avec votre étudiant. Le changement, il s'accompagne bien entendu à la tolérance à l'erreur et le fait d'accepter que le savoir-être, ça se développe avec le temps. Ce n'est pas nécessairement dans une période de 15 semaines. Ça peut être sur 2 sessions. Ça peut être sur 1 an, 2 ans aussi qu'on va accompagner nos étudiants. Et d'ailleurs, en tout cas, moi, quand je vois mes étudiants arriver à la première année, première session versus j'accompagne les mêmes étudiants en 3e année, juste avant leur graduation, c'est extraordinaire le changement qu'ils ont fait. Pour certains étudiants, j'ai des surprises. Pour d'autres, j'en ai moins. Pour d'autres, je vais me dire, je ne sais pas si ça va nécessairement être facile dans le milieu du travail. Et je les recroise dans le milieu de travail, dans leur milieu de travail, parce que je fais de la supervision de stage et on a le monde est petit. C'est pour ça qu'on recroise les gens. Et pourtant, ce sont des travailleurs ou des professionnels qui font tout à fait très bien leur travail. Voilà, donc j'ai parlé aussi de l'évaluation certificative qui va porter sur le savoir-être. Je vous ai parlé du choix, c'est un autre geste clé, de choisir conjointement un objectif lié au savoir-être. Donc, d'accepter qu'il n'y a pas qu'un seul profil unique. Alors, nos étudiants dans les domaines qu'on a vont agir de façon différente et de façon tout à fait adéquate, même si ce n'est pas pareil selon une situation. Regardez vos équipes de travail, les équipes enseignantes ou les équipes de professionnels. Sur 5 ou 10 personnes qui travaillent vers une même visée, on a chacun des perspectives ou des personnalités qui sont différentes et pourtant, ça fait très bien le travail. Alors, pour nos étudiants, pourquoi ne pas accepter d'avoir cette différence et d'avoir aussi le fait qu'on n'aura pas un profil qui est unique? Le savoir-être aussi ne peut pas être évalué par une observation ponctuelle de certains comportements. Il faut constater s'il y a une habitude, qu'on appelle ça une habitude qui est intériorisée, dans le fond, si l'étudiant agit de façon totalement adéquate après avoir fait l'apprentissage, même sans s'en rendre compte. Alors, on parle alors là d'une habitude qui est intériorisée. Et quand je dis un objectif à la fois, y aller petit, y aller avec des objectifs qui sont réalistes aussi pour permettre à l'étudiant de bien, dans le fond,
de persévérer également. Je vois là, Nicole, j'en ai pas nécessairement pour encore longtemps. Alors, il y a la documentation, bien entendu, de la progression de l'étudiant à l'aide de plusieurs sources. Je propose le portfolio. On pourrait faire une présentation uniquement sur le portfolio, mais je vous donne des exemples de traces d'apprentissage j'aime moins utiliser le mot preuve parce qu'on a l'impression que c'est des preuves contre l'étudiant, alors que c'est des preuves pour l'apprentissage. Voici où est-ce que tu en étais. Ça a été difficile. On a refait la même évaluation ou la même observation, puis voilà l'amélioration qu'on voit, où il y a des difficultés qui sont récurrentes. Qu'est-ce qui fait que tu restes toujours dans une situation où c'est difficile? C'est le type d'échange qu'on peut avoir sur la base des différentes traces qui auront été données qui auraient été cumulées par l'étudiant. Alors, on peut parler de fiches d'appréciation, que ce soit de la personne qui accompagne un client lorsque ça s'applique, des fiches d'auto-évaluation, etc. Vous voyez tout ce qui est là. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est lorsqu'on parle d'un portfolio, il doit nécessairement y avoir une dimension réflexive. Un portfolio, ce n'est pas un cumul de documents. S'il n'y a pas de réflexion par rapport à ces fiches-là ou à ces documents-là, on parle moins d'un portfolio, on parlerait peut-être d'un dossier d'études, par exemple. Et il y a l'interprétation des différentes sources. On a parlé des biais quelquefois. Alors, compte tenu des biais, ce qui est ressorti dans le projet doctoral que j'ai fait avec l'équipe enseignante, c'était d'utiliser, dans le fond, la concertation pour contourner les situations de conflit de personnalité qu'on peut vivre et recourir, dans le fond, à la consultation en équipe, non pas pour déterminer une note, ça c'est bien important, mais pour optimiser les effets de l'accompagnement. Alors, ce n'est pas en équipe qu'on dit est-ce que c'est 5 sur 10 ou 7 sur 10 qu'on donne à l'étudiant sur la base du savoir-être. On n'est pas là. C'est vraiment pour valider, comparer, voir s'il y a des difficultés qui se rencontrent dans d'autres qui sont rencontrées dans d'autres contextes. Alors, c'est de le voir comme aussi un lieu, surtout pour contrôler les biais. On ne peut pas les effacer, les biais, on les contrôle. Alors, j'ai parlé plusieurs fois du fait, et c'est le dernier geste clé, c'est en prenant compte des manifestations du savoir-être pour évaluer la compétence en entier. Donc, c'est là qu'on peut faire une évaluation plus complète. Et oui, une évaluation certificative de la compétence. Alors, vous avez là l'ensemble des gestes clés, des 2 temps que je propose pour pouvoir accompagner un étudiant pour le développement du savoir-être. Le premier temps qui est associé à la préparation à l'accompagnement et finalement l'accompagnement lui-même. Et je vais vous laisser je vais terminer dans le fond avec le fait que les 3 points importants, ou en tout cas que je juge important, d'utiliser l'évaluation formative pour accompagner efficacement les étudiants afin qu'ils deviennent compétents. C'est ce qu'on veut. Je crois que c'est cette démarche d'accompagnement-là qui peuvent les aider. Accepter l'erreur parce que les changements pour ce type d'apprentissage prennent du temps. Si on veut aller vite, on va se limiter uniquement à constater des comportements. Et finalement, surtout, considérer que plusieurs façons de faire pour interagir peuvent s'avérer très efficaces pour une même situation. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous, ce n'est pas la méthode McDo qu'on appelle, que certaines personnes m'ont déjà nommée. Ce n'est pas ça qui est recherché. C'est d'avoir des étudiants qui sont compétents. C'est pour ça qu'on les prépare. Voilà. Quelle belle présentation, Marie. C'est inspirant, ça donne des idées, ça amène à la réflexion. Merci énormément. On a des questions ici. Des gens veulent interagir verbalement. Est-ce que je peux je peux arrêter le partage? Oui, tu peux arrêter le partage. OK. Et c'est ça, s'il y a des gens qui veulent parler verbalement, là, vous cliquez sur lever la main et à ce moment-là, on vous donnera le droit de parole verbal. Entre-temps, on va essayer de répondre aux questions. Alors, il y a une question d'André Royer que tu connais bien. Comment bonjour, André. élaborer des critères de performance pertinents? Je n'ai pas entendu le début de la question. Comment élaborer des critères de performance pertinents? Pour évaluer le savoir-être? Oui. Bien, en fait, on va y aller avec des critères qui vont être des vrais critères. Je vais y aller comme ça. Donc, des critères qui sont plus des critères d'évaluation. Alors, il y aura une qualité qui va être associée à l'objet d'évaluation sur lequel on veut porter une attention.
Souvent, on peut s'inspirer des critères de performance qui ont été proposés dans les programmes d'études, mais ce qui est important lorsqu'on évalue les critères d'évaluation, donc qui nous permettent d'évaluer une tâche, c'est vraiment d'avoir une qualité qui sera adaptée au niveau de développement où est rendu l'étudiant, en fait. Donc là, ce qu'on demande, je n'ai pas d'exemple qui me viennent par rapport à des... Lorsqu'on demande, par exemple, l'exactitude, peut-être que c'est peut-être pas en lien avec le savoir-être, par rapport à l'exactitude, est-ce qu'on peut demander de l'exactitude en première année versus en troisième année? Je pense qu'en troisième année, oui. Pour certains objets d'évaluation, oui, mais peut-être pas en première année parce que l'étudiant va progresser vers cette atteinte d'exactitude-là et ce sera en fonction non pas du savoir-être, mais de la compétence elle-même qu'on va atteindre, qu'on va formuler nos critères d'évaluation. Parfait, merci beaucoup. Merci. En rapport avec le codex, moi, j'ai placé un lien dans le clavardage où je faisais un lien avec un type de codex, mais il y a quelqu'un qui demande, c'est Nathalie Blais, est-ce que c'est Henri Boudreau? Non, c'est pas Henri Boudreau. Non, okay. C'est vraiment... là, le lien que j'ai, moi, c'est penséecritique.belgique, codexbiaiscognitif.pdf, entre on verra, là, mais ça ressemble beaucoup à ce dont tu parlais. Parce qu'il y a vraiment, c'est un gros rond là, avec plein de biais autour. Et c'est interactif. Là. Si vous mettez votre souris sur le biais, vous avez la définition de chacun des biais. Oui. Il y a des gens qui posent la question, là, ça ne te concerne pas particulièrement. Oui, le PowerPoint va être accessible, bien sûr, entre autres, où on retrouve le tableau des catégories que Marie a présenté. Oui. Il y a Julie Mercier qui pose la question, que pensez-vous de l'auto-évaluation de l'étudiant, de son savoir-être? C'est essentiel. C'est une des formes d'évaluation formative qu'on utilise, qu'on devrait utiliser. Mais encore faut-il que l'étudiant puisse avoir assez confiance pour bien s'auto-évaluer et non pas s'auto-évaluer de façon stratégique, à savoir si je dis que j'ai telle difficulté et que je n'y arrive pas, est-ce que mon prof, après, va me pénaliser sur cette évaluation-là? De là, toute l'importance de la préparation, de l'accompagnement et de la clarification qu'on a de l'évaluation, clarification avec l'étudiant, à quoi vont servir les évaluations. J'en ai pas parlé pour aller un peu plus vite, mais le portfolio, à quoi il va servir? Est-ce que ça va être justement pour servir de preuve contre l'étudiant pour démontrer, regarde, avec ce que j'ai ici, ça démontre l'échec que tu vas avoir au niveau du savoir-être ou l'échec que tu vas avoir en stage. Ce n'est pas nécessairement vers là qu'il faut aller, mais l'auto-évaluation de l'étudiant, c'est un élément, c'est une forme d'auto-évaluation, une forme d'évaluation formative parmi tant d'autres. Avec l'évaluation ça peut être une évaluation par les pairs, par l'enseignant, le superviseur de stage, répondant de terrain, etc. Donc, c'est un élément parmi tant d'autres. Merci. Il y a Chantal Turgeon qui pose la question suivante. Les fiches d'appréciation, quelle importance devraient-elles occuper? Quand on parle de pondération, qu'est-ce qui serait une bonne pratique? Moi, je ne vous parlerai pas de pondération. La pondération devrait être 0. Ça, c'est clair dans ma tête. Parce que les fiches d'appréciation, si on met une note sur ce qu'on veut, là, les fiches d'appréciation et toutes les autres traces qui sont liées au portfolio, c'est pour susciter, nourrir, encourager la réflexion et surtout la remise en question. Alors, si on met une note sur ces éléments-là, l'étudiant ne portera pas son attention sur la réflexion ou la remise en question, ça va être sur la note. Imaginez si vous lui donnez un 6 sur 10, puis l'étudiant il dit « Bof, moi, la note, ça fait mon affaire ». La remise en question, il n'ira pas plus loin dans sa remise en question, alors que le savoir-être, ça requiert cette remise en question-là. Alors, la pondération, moi, je vous recommande 0. 0 de pondération. Ce qu'on peut faire avec les fiches, par contre, c'est de comparer des fiches. Par exemple, un étudiant avec la formidable équipe que j'ai eue dans le doctorat, au doctorat professionnel, en orthèse visuelle, il y avait une clinique dans le cégep. Alors, il y avait des fiches qui pouvaient être complétées par l'étudiant et par le client aussi. Imaginez, par exemple, l'étudiant qui s'auto-évalue puis qui dit, ben moi, je pense que j'ai très bien expliqué tel aspect au client, puis je pense qu'il a vraiment bien compris.
Et la rétroaction du client, c'est mon Dieu qu'elle parlait trop vite avec des mots que je ne comprenais pas. Vous comprenez qu'entre les deux, il y a une réflexion qui est vraiment intéressante à faire avec l'étudiant. Alors, ce n'est pas de noter en disant, ben, tu pensais que tu avais un discours qui était clair et finalement, tu t'es trompé, donc je te mets 5 sur 10. On n'ira pas assez loin avec la note. Même les notes, dans tout autre contexte, dans les cours d'évaluation que je donne, c'est une des recommandations que je fais, même dans le formatif. Les profs vont me dire, c'est une indication que je donne à l'étudiant de la réussite. Ce qui arrive, c'est que l'étudiant, il regarde juste la note et il ne va pas nécessairement voir les commentaires. Il ne va pas nécessairement se questionner sur les zones d'amélioration où il devrait aller parce que c'est la note qui prend toute la place et non pas la réflexion. Quelle belle présentation, Marie. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit wow, un instant, très intéressant de t'entendre parler de ton essai de doctoral que je lis présentement pour me préparer à mon projet de maîtrise. C'est concret, merci. C'est Véronique Lemire là, qui a écrit ça. Super, alors, bonne chance dans la maîtrise. Oui. Je ne dirais pas bonne chance, c'est beaucoup de plaisir, c'est plus juste. C'est ça. Tout à fait d'accord, Marie. Dernière question, comment motiver les étudiants et étudiantes à prendre le temps pour remplir les fiches s'il n'y a pas de notes qui sont malheureusement un gros moteur de motivation? Ah, c'est vrai. Puis en même temps, oui, je suis d'accord que quand il y en a beaucoup, c'est sûr que les étudiants finissent par dire je pense que c'est trop. Puis à un moment donné, il y a une évaluation de coût-bénéfice avec dans l'ensemble des cours qu'un étudiant a, si tous les enseignants font des mini-tests, des mini-quiz, puis des mini-réflexions qui valent 2, 3, 4 points chacun, bien, les étudiants vont finir par dire je vais aller là où ça va payer le plus. Alors, il y a un questionnement à avoir par rapport à ça. Comment on peut motiver les étudiants? Bien, c'est entre autres de leur expliquer en quoi est-ce que le formatif va contribuer à sa réussite. Ça a déjà été expérimenté dans un cégep où des étudiants dans un programme de sciences de la nature, des étudiants qui étaient hyper performants disaient ben, moi, je ne ferai pas le formatif, je n'ai pas le temps, je vais aller me préparer pour mes examens. Puis les profs donnaient des points. Alors, ce qui a été recommandé, c'est d'expliquer aux étudiants en quoi le formatif va les aider, mais c'est parce que c'est des exercices qui sont de même nature. Et alors, ce que tu expérimentes dans le formatif, c'est ce que tu vas avoir dans le sommatif aussi, tu te pratiques. Alors, il y a souvent ce lien-là qui n'est pas fait avec les étudiants, on ne leur explique pas. Et entre le formatif et le formatif devrait être de même nature que le sommatif, de même niveau de complexité et aussi de même niveau taxonomique, ce qu'on n'a pas tout le temps dans les évaluations formatives. Donc, les évaluations formatives perdent de leur sens. Merci. Alors, on passe à la dernière des dernières questions de Diane Leduc. Pourquoi les savoir-être, puisque les savoir-être sont importants, dans le fond, c'est une question intéressante, sont si importants, pourquoi ne faudrait-il pas plutôt revoir notre rapport à la note plutôt que de réserver les notes que pour les apprentissages cognitifs, les savoir-faire, etc.? Ah, c'est une grande question. Même le Conseil supérieur de l'éducation a fait quand même un rapport hyper intéressant là-dessus. Ça fait partie, je pense, des discussions qui seraient vraiment à avoir. Je suis totalement d'accord. De revoir notre rapport à la note, à quoi la note sert, qu'est-ce que ça sanctionne, qu'est-ce qu'on vient sanctionner avec la note exactement. Qu'est-ce qu'il y a de rassurant dans la note également et qu'est-ce qu'il y a de si insécurisant à évaluer autre chose que le cognitif. C'est à la limite beaucoup plus simple d'évaluer la bonne réponse que d'évaluer la performance. De donner une note dans une performance, d'avoir à décider si je donne 75 ou 77, on s'entend que sur une performance globale, ce n'est pas nécessairement le bon raisonnement qu'on devrait avoir. Mais je suis totalement d'accord qu'on devrait avoir une discussion fort importante et fort intéressante, peut-être en équipe. On peut commencer là dans le temps de préparation à l'accompagnement, avoir des discussions en équipe, en petite équipe, et éventuellement avoir une sensibilisation dans chacune des équipes, voire même dans chacun des cégeps, parce qu'actuellement, les étudiants carburent à la cotère, ils ne carburent pas à vouloir être compétents.
ce que j'entends parler, moi, avec mes étudiants, et j'enseigne en première année, et déjà, le stress est déjà très élevé pour la cotère, alors que je leur parle davantage de façon d'entrer en relation avec leurs futurs clients. Eux, ils me disent, oui, mais moi, ça me prend une bonne note pour la cotère. Mais comme le soulignait André Royer dans un commentaire qu'elle a laissé, il dit, on est embauché pour notre savoir-faire et remercié pour notre savoir-être. Ça a tout dit. Absolument. Merci beaucoup, Marie. On se dit à la prochaine. C'est un plaisir de t'entendre. C'est vraiment enrichissant. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Ça m'a fait grand plaisir. Beaucoup, merci beaucoup. et merci aux participants aussi. Merci bien. C'était un plaisir. Bye. Bye.